padre in figlio, fino a me. Per chi non avesse letto il libro di Alter, è evidente l'urgenza di leggerlo. Per chi lo avesse letto, è urgente, leggendo ancora una volta, scrivere intorno al libro di Alter. Mi sembra quindi assolutamente un libro storico per la sua portata e Alter, senza dubbio, un interlocutore internazionale a Parigi, anche se proprio perché è così poco francese. Est-ce que tout le monde comprend le français? J'espère. In ogni caso c'è la traduzione simultanea. Il y a Armando Verdiglione, quand il invite des écrivains, il leur donne une leçon de modestie, parce qu'il les oblige à écouter pendant 2 heures parler les autres écrivains. Et en vérité, ce n'est pas mauvais, et surtout aujourd'hui, j'étais heureux de rencontrer ici mon ami Max Gallo. Le hasard a voulu qu'il a participé un petit peu à la création de mon livre. J'avais un projet, mais les projets ne ressemblaient pas du tout au produit. Vous savez, tant qu'on a les parents, on a l'impression d'être immortel. D'abord parce que entre nous et l'infini, Ein Sof, on dit en hébreu, la mort, il y a une barrière, et cette barrière, c'est nos parents. Ils nous protègent contre la faim, et puis ils sont là aussi pour garder notre mémoire. Alors ça nous donne le loisir, la liberté de s'occuper de nos amours, de s'occuper de notre travail, de nos luttes, de nos ambitions. Parfois nos parents ouvrent des albums avec des photos jaunies par le temps et ils essaient de nous expliquer à quoi correspond ce visage. Mais nous on n'a pas le temps de les écouter. Et puis il meurt, et on se retrouve seul. Dans mon cas, il y avait quelque chose de supplémentaire. Mon père était un imprimeur juif, depuis des générations d'imprimeurs, depuis Gutenberg. Ma mère était une poétesse yiddish. Elle écrivait dans une langue dont parlaient 10 millions de juifs avant la guerre, et dont je suis peut-être le dernier des Mohicains, car c'est une langue qu'aujourd'hui ne parlait que par quelques dizaines de milliers de personnes. Car une langue, une culture, pour vivre, a besoin d'une population. Et quand cette population n'existe plus, la langue disparaît avec. Mais tant que ma mère écrivait ses poèmes en yiddish, elle me les lisait, elle les publiait en très peu d'exemplaires, en 300, 400 exemplaires, elle les distribuait parmi ses amis. J'avais l'impression que cette civilisation dans laquelle j'étais né existait encore. Et puis, quand elle est morte, j'ai compris que j'étais 2 fois orphelin. Orphelin des parents et orphelin d'une civilisation. Et c'est là que j'ai ressenti le désir, la nécessité de rendre hommage à mes parents,
mais aussi rendre hommage à travers eux à toute une mémoire. Cette mémoire qu'ils ont voulu partager avec moi, et puis que je n'avais pas envie, je n'avais pas le temps d'écouter. Alors j'ai fait un projet, et je suis allé voir des éditeurs. Et c'est là que Max Gallo, en effet, est venu me voir. On était à la campagne avec mon ami Bernard Lévy, et il est venu me dire, j'ai entendu parler de ton projet, il est formidable, j'ai un billet pour toi pour Paris, l'éditeur Lafont t'attend, tes conditions sont les siennes, nous signons un contrat. Et je suis parti avec lui et j'ai signé le contrat. Mais c'est vrai que au moment où j'ai commencé à écrire, je ne me rendais pas compte à quoi ça m'engageait. Je commençais donc par mes parents. Et très, très vite, je me suis retrouvé parler d'une famille juive, tout court, pas seulement la mienne. Et très vite, je me suis aperçu que je ne parlais pas d'une famille, mais d'un peuple. Et très vite aussi, je me suis aperçu que j'ai parlé aussi de tous les peuples parmi lesquels les Juifs ont vécu. Donc de toute une humanité. C'est très dur. C'est très difficile que transcrire l'humanité. Comment on entreprend un tel voyage? Depuis que j'ai publié ces livres, j'avais reçu en France plus de 2000 lettres. Des Juifs, la majorité des catholiques, et tous ils me demandent comment fait-on? Comment remonte-t-on la mémoire? Comment fait-on? Il n'y a pas de méthode. La seule méthode, c'est celle de détectives. Dans les livres de détectives privés, par exemple chez Agatha Christie, vous savez, elle a un personnage qui s'appelle Hercule Poirot. Alors pendant 6 années de ma vie, j'étais Hercule Poirot de ma propre mémoire. Hercule Poirot, comment il procède? Il a 2 informations, 3 informations, et le reste, il suit son instinct. J'avais 2 informations. Je savais que j'appartenais à l'une des plus anciennes familles d'imprimeurs juifs qui remontait à Gutenberg. Je savais aussi que mon nom, Halter, venait d'Alsace, car c'est là, dans les petits villages d'Alsace au Moyen-Âge, des hommes qui étaient chargés de garder des registres communautaires, on les appelait les Halter, Halten, celui qui tient, qui garde. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de nom. On disait Jean le charpentier, et on disait Abraham le Halter, celui qui garde les registres. Voilà, les 2 informations m'amenaient à une époque donnée, précise, le Moyen-Âge, et dans un endroit précis, l'Alsace, surtout la région de Haguenau. Je me suis rendu et j'ai rencontré beaucoup d'alters, tous catholiques, depuis des générations. Mais tous avaient gardé la même légende, les mêmes informations que celles qui m'étaient transmises par mes parents. Ces catholiques, eux aussi, disaient que leurs ancêtres étaient des gardiens des registres. Eux aussi disaient appartenir à une famille d'imprimeurs. Extraordinaire. Depuis, ils sont devenus mes cousins. Alors, je commençais à chercher les premiers alters. Et puis, un de ses cousins catholiques, un archiviste, m'avait donné la clé de ma recherche. Il paraît que Gutenberg, de son vrai nom Hans Genscher-Fleisch, était un homme exubérant. Il buvait beaucoup, il aimait les femmes. Il dépensait beaucoup d'argent, il empruntait beaucoup d'argent, il ne rendait pas, d'où les procès. Et ce que je ne savais pas, ce que j'avais appris alors à Strasbourg, avec ces alters catholiques, que le procès d'alors était transcrit, et toute cette transcription, les comptes rendus des procès, se trouvent encore aujourd'hui dans les archives de Haut-Rhin. Alors si un de ces alters a pu vraiment travailler avec Gutenberg, il aurait dû être appelé à la barre comme un témoin lors d'un de ces procès qu'opposaient les associés de Gutenberg à Gutenberg. Donc, son nom devait se trouver dans les comptes rendus de ce procès. Je me suis fait procurer les comptes rendus de ce procès. J'ai passé 3 nuits à les éplucher.
Et en effet, un jour, à 5 heures du matin, j'ai trouvé son nom. Il s'appelait Gabriel, le fils d'Aaron, dit le halter. Vous imaginez ma joie. C'est comme si vous retrouviez quelque part au fond des âges votre propre visage. J'ai appelé aussitôt mes amis, mon éditeur, il ne comprenait pas pourquoi je les réveillais en pleine nuit, mais aussitôt l'angoisse a repris. Ce que j'avais mon halter, je ne savais pas quoi en faire. J'ai réuni mon équipe, car j'avais une petite équipe, des étudiants en histoire, qui m'aidaient à éplucher ma documentation. Autrement, j'aurais mis 10 fois plus que 6 années. Et je leur ai posé la question, qu'est-ce qu'aurait pu faire Gabriel, le fils d'Aaron, après avoir appris l'art de l'imprimerie avec Gutenberg? La réponse était claire. Il aurait dû essayer de monter une imprimerie juive. Sauf voilà, il n'y avait pas d'imprimerie juive à l'époque, ni en Alsace, ni en France, ni en Allemagne. Les seules 5 imprimeries juives qui existaient, 1455-60, existaient en Italie. Reggio de Calabre, Pieve de Sacco près de Padoue, Ferrare, Bologne et Soncino. Soncino près de Cremona, en Lombardie. J'ai fait une enquête sur ces 5 imprimeries. Une seule, celle de Soncino, a été créée par les Juifs parlant les Yiddish-Deutsch, Yiddish, donc ma langue maternelle, les Juifs qui sont venus de la vallée du Rhin. Et je me suis dit, si mon Gabriel devait aller quelque part, c'est là où il devait se retrouver, parce que s'il avait traversé les Alpes, comme faisaient d'ailleurs beaucoup de Juifs alsaciens, il aurait dû aller chercher des Juifs qui parlaient sa propre langue. Alors, je suis passé à Soncino, et puis j'ai envoyé aussi une de mes historiennes. C'est assez intéressant parce qu'ici, il y a une demi-heure, j'ai vu les responsables culturels de la ville de Soncino. Il est venu ici très ému parce qu'il a entendu parler que voilà est sorti un livre qui retrace l'histoire de ce qui est la gloire de cette ville, la famille des imprimeurs juifs de Soncino. Car Soncino, c'est une petite ville très belle, où il y a quelques rues qui sont restées telles qu'elles étaient. Voici quelques siècles. Une de ces rues s'appelle aujourd'hui encore Via de Stampatori Giudei. Et dans cette rue se trouve un musée, une maison, qu'on appelle encore aujourd'hui la Casa de Stampatori Giudei. Et dans cette maison, on voit une presse en bois qui aurait servi à imprimer les premiers livres, ou parmi les premiers livres hébraïques. Tout ça, c'était formidable. Sauf que rien ne me disait que Gabriel, le fils d'Aaron, dit l'alter, était là. Il fallait donc, pour Hercule Poirot que j'étais, de retrouver de nouveau sa trace ici en Italie. Pour cela, il fallait se procurer les premiers livres qui étaient publiés à Soncino. Pourquoi? Parce que vous allez apprendre, une chose que je ne connaissais pas voici 6 ans, que les imprimeurs de l'époque prenaient la dernière page du livre qu'ils publiaient, qu'on appelle colophone, et dans cette page, ils racontaient leur vie. Ils disaient, voilà, c'est moi qui ai imprimé ces livres avec l'aide de mes fils, de mes filles, de mon frère, de tel ou tel ami. Donc, ils inscrivaient tous les noms des personnes qui ont participé à la création de ces livres. Le premier livre qui était imprimé à Soncino, c'était en 1483, et il s'agit de Masechet Breichot, les traités de bénédiction des Talmuds, une page en hébreu et une page en latin. Un de ces exemplaires existe encore et il se trouve au Vatican. Il fallait donc pouvoir au moins lire la dernière page de ce livre. J'ai donc écrit une lettre au Vatican. Et je n'avais pas reçu de réponse. J'ai écrit encore une lettre sans réponse. Alors j'ai téléphoné au cardinal de Paris, Monseigneur Lustiger, avec qui je parle en yiddish. Extraordinaire, n'est-ce pas? Je n'ai pas beaucoup de gens avec qui je parlais en yiddish, mais les chefs de l'Église catholique en France parlent yiddish, car c'est un juif polonais comme moi. Et je lui ai expliqué que je voulais qu'il intervienne auprès du Vatican pour que je puisse enfin me procurer la dernière page de ces livres, de ces incunables qui se trouvent là-bas
aux archives du Vatican. Il m'a demandé pourquoi, je lui ai expliqué, et il m'a dit une phrase qui m'a beaucoup touché. Il m'a dit alors, tu es en train de raconter notre histoire. Je n'ai pas très bien compris qu'il pensait l'histoire juive ou l'histoire tout court de tous les hommes. Peu importe, pour moi c'était la même chose. Il est intervenu auprès d'un homme qui s'occupait des archives, mais le temps que moi je les contacte, il était mort, comme quoi beaucoup des gens qui travaillent au Vatican sont très vieux et ils meurent avant même qu'on puisse les toucher. Et alors j'ai eu une idée d'écrire une lettre en polonais au pape. Et là j'ai reçu une réponse, pas du pape, bien sûr, mais un de ses secrétaires, qui m'a recommandé de m'adresser à une personne qui s'occupait des archives de la bibliothèque du Vatican et qui m'a en effet envoyé la transcription de ces textes en hébreu et en latin. En hébreu, il y avait beaucoup de fautes, c'était illisible, comme quoi les hommes qui sont aujourd'hui au Vatican ne connaissent pas l'hébreu, c'est dommage, car il y avait une époque, à la Renaissance, où les papes apprenaient l'hébreu avec leurs amis les rabbins, où tout le monde au Vatican parlait l'hébreu mieux que moi. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais ça va revenir, j'espère. Mais en latin, les textes étaient parfaits. Et il parlait en effet de certains Nathan Israël de Soncino avec son fils Gershon qui ont fait ces livres. Il décrivait les difficultés qu'il avait à composer ces livres. Il remerciait les princes qui lui avaient permis de les faire. Il remerciait tous ceux qui lui ont donné de l'argent. Et puis à la fin, il y avait une phrase qui disait « Ces livres n'auraient jamais pu voir le jour sans l'aide et connaissance de Gabriele, figlio d'Aroni de Strasburgo. » Et j'ai retrouvé là mon ancêtre. C'est extraordinaire. Et à partir de là, c'était beaucoup plus facile. À partir de là, j'ai suivi les publications de la famille de Soncino à travers toute l'Italie, Salonique, Constantinople, Venise. De Venise, ils ont suivi un rabbin Joffé qui étudiait à Padoue et qu'il est allé organiser une imprimerie juive à Lublin, en Pologne. Donc Lublin, Königsberg, la France sous la Révolution, de nouveau la Pologne, jusqu'à la mort de mon grand-père Abraham, que vous avez entendu lire tout à l'heure quelques extraits. Et avant, j'ai inventé une famille. Inventé une famille des scribes. Comment on invente une famille des scribes qui correspond en vérité à une famille qui aurait pu vivre à travers les siècles, car l'histoire qu'elle a vécue, les histoires qu'elle a vécues, ont effectivement existé, ont effectivement eu lieu. Tout simplement, j'ai ramassé toutes les chroniques possibles, imaginables, sur la vie des familles juives à travers les siècles. Et j'ai synthétisé, j'ai ramassé en une seule famille. Bien sûr, j'avais chaque fois des choix difficiles. Par exemple, Abraham, les scribes de Jérusalem. Après la destruction de Jérusalem, il fuit la ville en flammes. Où peut-il se rendre? Il aurait pu aller en Babylonie, il aurait pu aller à Alexandrie, il aurait pu aller en France ou à Rome. Il fallait choisir. Il s'est fait que la chronique la plus belle, celle qui correspondait un petit peu à l'image que je me faisais de cette famille, racontait l'arrivée d'un scribe de Jérusalem à Alexandrie. Alors je l'ai amené à Alexandrie. Et puis il est resté à Alexandrie, il est venu à Rome, car il y avait une navette qui faisait aller et retour entre Rome et Alexandrie. Et puis il a vu les Juifs qui habitaient déjà à Rome, à l'époque. Comme quoi nous ne sommes pas tellement des immigrés. Nous faisons partie des paysages depuis des siècles. Et puis, il est là à Alexandrie au moment du premier pogrom en 415. Là encore, il aurait dû fuir. Fuir où? À Rome, en France, remonter vers la Mésopotamie ou aller en Afrique du Nord. J'ai trouvé une histoire extraordinaire d'un marin juif qui avait un petit bateau et qui a amené toute sa famille à Hippone. D'abord Carthage, puis Hippone, là où après cette famille a pu rencontrer Saint-Augustin. Je l'ai amené à Hippone. C'est vrai que Saint-Augustin avait des amis juifs. Pourquoi pas ma famille? Pourquoi pas cette famille? Et de nouveau, j'ai introduit Saint-Augustin dans cette famille, mais toujours en essayant de suivre les mœurs, le langage, les discours des Juifs de l'époque. Et ainsi à travers les siècles. Avec les Arabes, ils sont arrivés en Espagne. De l'Espagne en 722 à Narbonne. C'est vrai, il y avait un homme, Abner, qui est arrivé à Narbonne en 722. Mais c'est vrai aussi, quand il est arrivé à Narbonne, il y avait déjà une grande communauté juive à Narbonne qui était là depuis des siècles.
Ce que j'ai appris à travers ces livres, c'est quelque chose d'extrêmement important. D'abord, la constante de l'histoire. J'ai appris aussi, mais ça, déjà, nos ancêtres qui ont écrit la Bible l'ont dit, mais je crois que nous la lisons mal, la Bible, l'importance de l'histoire. L'homme fait partie de l'histoire. C'est un être historique. C'est ça d'ailleurs l'apport des Juifs à l'humanité. Au moment où tout le monde pensait que l'histoire est cyclique, les Juifs sont venus et disent non, l'histoire, elle avance. Il y a un début, il y a une évolution, un jour peut-être, il y aura la fin. Un jour peut-être. Et puis il y a une constante. Et à partir de là, on peut tirer un enseignement de l'histoire. L'histoire, si on ne tire pas un enseignement de l'histoire, pourquoi l'histoire? Pourquoi l'apprendre? C'est important. Et c'est assez curieux, les hommes ne tirent pas d'enseignement d'histoire. Mais dans cette famille des scribes dont l'objectif était de transmettre la connaissance, et ils savaient les poids de l'histoire. Et ils savaient, et le vieux Abraham, mon grand-père, l'a dit dans son journal, que j'inventais de toutes pièces, mais en prenant son langage, car j'ai retrouvé ses lettres, et j'ai pris les mots qu'il employait dans ces lettres, qu'il envoyait à ses enfants, et j'ai transformé, j'ai fabriqué un journal. Et quand j'ai terminé ce journal, avec une phrase dans ce journal qui est la clé pour moi, qui dit pour les Juifs, vaincre, c'est durer. Et quand je l'ai terminé, j'ai lu à mes amis, j'avais l'impression que c'était le véritable journal de mon grand-père, et j'ai pleuré. L'histoire, c'est cela. Si l'histoire ne nous fait pas sentir sa véracité, sa vérité, c'est que nous ne l'avons pas compris ou nous ne l'avons pas su la transmettre. Et c'est vrai, Armando a parlé de ce qui se passe aujourd'hui en France ou se passe ailleurs. Bon, on a essayé de tuer les Juifs hier. On a essayé de tuer les Juifs il y a quelques années, il y a 40 ans. On essaiera peut-être de les tuer encore dans 20 ans, dans 50 ans. Le problème, ce n'est pas pourquoi les hommes sont racistes ou antisémites, encore qui sont deux choses différentes. Car le racisme, c'est les refus de l'autre différent, l'antisémitisme, c'est le refus de l'autre qui nous rassemble comme deux gouttes d'eau. Il y aura toujours l'antisémitisme, le racisme, le refus de l'autre. Le problème, c'est de savoir comment nous allons réagir à cela. D'où l'importance de l'histoire. Et j'étais surpris, émerveillé par la réaction des gens en France, maintenant en Allemagne, à la publication de ces livres. Je ne savais pas ce que j'avais écrit. Moi, j'avais écrit dans mon introduction, dans les quelques mots que j'aimais en avant de ces livres, je voulais seulement rendre hommage à mes parents. Et du coup, je me suis rendu compte que des milliers de personnes sont identifiées à cette famille, à ma famille. Et la majorité d'entre eux ne sont pas juifs. J'ai vu avec surprise des cardinaux en France recommander ces livres dans les églises. J'ai reçu avec surprise des lettres de jeunes catholiques en disant « Voilà, enfin, j'ai retrouvé mon frère ». Alors, j'aurais pu dire « Est-ce qu'il fallait attendre 1985 ans après Jésus-Christ pour que les jeunes catholiques retrouvent en juif leur frère ?» Mais j'aurais pu dire, et c'est ce que je pensais, que formidable, enfin, ils ont retrouvé leur frère. L'intervento di Marek Alter è stato ascoltato, mi pare, con una grandissima attenzione e posso testimoniare degli echi che ho avuto man mano che l'equipe di traduttori svolgeva il suo lavoro intorno a questo libro. Mi sembra che forse mai
finora per la traduzione di un libro, ne abbiamo tradotti finora, mi pare, circa 300. In questi anni c'è stata tanta gioia nel tradurre un libro. E c'è qui Ivan Lantos che è intervenuto a proposito di Wiesel per 2 volte quando è venuto qui in Italia, e insieme con altri. Ivan Lantos, che mi pare un ebreo dunque di Ungheria, che si trova in Italia da alcuni anni. E dico en passant una cosa, e poi alcuni di voi possono intervenire. L'itinerario, una cosa che si chiamata l'itinerario della scrittura, l'Associazione Amici di Spirale, in collaborazione con l'agenzia di viaggi Val Sole, promuove il premio l'itinerario della scrittura. 3 viaggi a Gerusalemme con soggiorno di 1 settimana saranno assegnati da una commissione designata appositamente da Spirali tra coloro che invieranno uno scritto di almeno una pagina dattilografata intorno al libro di Marek Alter, Abraham, o intorno a elementi tratti da questo libro. A altri 30 lavori saranno inoltre assegnati ulteriori premi, fra cui alcune penne Pelican laminate in oro. Alcuni lavori verranno inoltre pubblicati nel giornale Spirali del Secondo Rinascimento. Ai premiati verrà successivamente dedicata una serata alla presenza di poeti, artisti, scrittori, psicanalisti e giornalisti presso questa villa. Poi? Va bene. Allora, adesso forse Ivan Lantos, prego. Solitamente sono estremamente grato agli inviti di Armando Verdiglione. Questa volta leggere, dover parlare del libro di Alter mi ha creato dei problemi. Mi ha creato dei problemi perché, come giornalista, lettore di professione, riesco a dividere il mestiere di lettore dalle mie emozioni. Con il libro di Alter non mi è riuscito. Non mi è riuscito per molti motivi. Perché probabilmente uno dei 20 leviti che all'inizio della storia aprono per l'ultima volta la porta del tempio, la porta Nicanor del Tempio di Gerusalemme era un mio antenato. Emozione perché mio nonno, come il nonno di Alter, faceva il tipografo. Lo faceva a Budapest, una città che nella cultura ashkenazita, nella cultura degli ebrei dell'Europa orientale, credo che abbia una valenza analoga a quella di Varsavia. Quindi le mie saranno note disordinate, ma credo anche estremamente sincere. Mi ha colpito il titolo. Abramo, per la storia dell'ebraismo, è il segno del principio. Il primo ebreo della storia era Abramo. Ma direi che dal libro di Alter emerge che Abramo è anche il segno della continuità. E Abramo, quanto nonno di Alter, che conclude la storia, non è il segno della fine, ma è il segno della fine di un periodo e di un altro periodo che ricomincia. Mi ha colpito il libro, per esempio, perché mi ha richiamato alla memoria il grande respiro, la grande epica dell'Eneide, il racconto della distruzione di Gerusalemme, della fuga dell'antenato di Alter, della morte della sua donna, ricordano estremamente la storia di Enea che fugge attraverso Troia incendiata, che perde la moglie, ma che attraverso il figlio, attraverso l'erede, riesce a portare altrove la sua cultura e la sua civiltà. E direi che non ho visto un segno del caso nel fatto che Enea nel suo peregrinare sia approdato sulle coste italiane e in Italia abbia potuto dare continuità alla sua civiltà
E se è vero quello che dicono gli archeologi, a Troia viveva una civiltà semita, e anche questo credo non sia semplicemente un caso. Un altro elemento di riflessione, chiedo scusa per il disordine, la discontinuità, è questo. Il momento meno drammatico, il momento più positivo nella storia di Alter è quello di Soncino. E Soncino è un piccolo simbolo, ma importante, di quello che era la cultura del Rinascimento, una cultura di segno tipicamente italiano. Alter l'ha ripetuto nel suo intervento. Durante il Rinascimento in Vaticano si parlava in ebraico, il Papa aveva come esperti di ebraismo degli ebrei. Da questa fondazione è nata l'idea, l'auspicio e mi auguro la certezza di un secondo Rinascimento. E allora io mi auguro che la storia dell'ebraismo nei secoli a venire, anche se Verdignone insiste che la questione ebraica in qualche modo non esiste più, sia proprio il superamento della questione ebraica, vale a dire che all'ebreo, che poi è un simbolo, non parlo dell'ebreo, per l'ebreo sarebbe troppo facile, sarebbe egoistico e non individualistico, ma che l'ebreo come simbolo del perseguitato possa in questo mondo del terzo millennio segnato da un secondo rinascimento essere completamente superato. Grazie. Brano della tipografia Reggio Calabria, ma cercherò poi cercherò poi nel libro di Alter. Allora, c'è qui l'assessore alla cultura del comune di Soncino, Giandomenico Micheli. Può venire a dare un saluto forse? Giandomenico Micheli, facciamo un applauso. Allora, ha colto l'occasione di questa venuta di Alter e quindi del lancio di questo libro in Italia per venire qui dunque in questo modo e dato che è assessore alla cultura di questo comune, dato che di questo comune si parla a lungo in questo libro. Allora Soncino, prego. Ringrazio dell'invito che mi è stato rivolto. rivolto. Forse quando a fine maggio faremo un'altra tournée a Ravenna, a Venezia, qualcosa potremmo fare, ripreso però con tutte le telecamere eccetera, a Soncino. Infatti ecco. Appena arrivato ho fatto due parole con sì, avvicinare il microfono però. Con Alter, perché penso che sia importante per Soncino come comunità, ma anche come per la storia, presentare questo libro proprio a Soncino. Noi nel 1984, l'anno scorso, abbiamo festeggiato il 5° centenario degli stampatori e è in programma nell'amministrazione per il 1988 fare un convegno a livello internazionale proprio per il 5° centenario della stampa della prima Bibbia. Ecco, quindi, noi contribuiamo moltissimo per l'organizzazione di questo convegno. Quindi colgo l'occasione per dare un'anteprima, se così si può chiamare, e vorrei portare il saluto e il ringraziamento della comunità di Soncino all'Alter e a tutti voi che continuamente riuscite a nominare il nostro comune, piccolo, però che penso che abbia dato qualcosa alla storia. Vi ringrazio. Allora ringrazio io Giandomenico Micheli per il suo intervento e per tutte le copie del libro di Alter che il comune di Soncino comprerà prossimamente. Allora
Allora, qualche altro intervento? Sono qui molti che hanno collaborato alla traduzione e moltissimi che leggevano poi il libro man mano che usciva dalla tipografia, le pagine andavano a strapparle dal tipografo. Allora, non so se vogliono intervenire. È che l'intervento di Alter era molto bello, allora. Oppure qualche domanda? Sì. Allora, Sini, dato che interverrà poi anche a proposito del suo libro. Sì, una considerazione che forse si può anche trasformare in una domanda. La considerazione è la singolarità di questo libro tra le molte singolarità. Io non ho fatto ancora tempo a leggerlo come si legge con calma un romanzo e ho potuto scorrerlo, ma mi pare evidente che si intrecciano due scritture in questo romanzo che sono anche evidenziate in certo modo dai caratteri, cioè c'è la storia in quanto è la storia di un diario che passa di generazione in generazione e che è la storia di una famiglia, ed è molto di più naturalmente che la storia di una famiglia, e poi ci sono dei brani in corsivo che raccolgono sia delle considerazioni dell'autore ma anche dei riferimenti storici con la S maiuscola, diciamo così, no? I romani intanto facevano questo e questo, eccetera, eccetera. Forse non era intenzionale da parte dell'autore, però questo stacco è molto interessante, cioè indica due usi della storia e due usi della scrittura. C'è una storia pubblica, diciamo così, che è la cornice entro la quale si svolge e si tramanda il diario, che però non vorrei chiamare privato. Il diario della famiglia che viene tramandato di generazione in generazione non è affatto una questione privata. Il privato è una invenzione all'interno della storia pubblica e non è una storia pubblica, è qualcosa di più profondo, di più coinvolgente, qualche cosa che mette in questione l'atto dello scrivere, su cui si impernia tutto il libro, che domanda sull'atto dello scrivere, che si chiede conto su che cosa sia, su perché si scriva, insomma, e cosa significhi una civiltà fondata sulla scrittura. E io direi la civiltà occidentale in generale e la cultura ebraica si toccano in questo punto, sono civiltà della scrittura e anche si distinguono su questo punto, perché il diario della famiglia non è scienza, non è la storiografia scientifica. È molto interessante quello che diceva Marek Alter poco fa, quando diceva io non ho usato un metodo, poi si riferiva ai romanzi gialli di Agatha Christie, e in realtà ha usato il più grandioso metodo, io direi, il metodo ipotetico-deduttivo, insomma, il metodo della logica di Peirce, non a caso avvicinato alla logica di Sherlock Holmes. In altre parole, il metodo dell'interpretare il passato e del ricostruire il passato senza il pregiudizio scientifico, scientistico della storia. Bene, tutto questo è una chiave di lettura che mi interessa molto personalmente e che quindi mi renderà una volta tanto lettore di romanzi, cosa che io purtroppo sono diventato di rado. Ma c'è ecco la domanda è questa, ed è una domanda costruttiva, non critica, non polemica assolutamente, anche perché siamo tutti coinvolti, credo, da questa domanda. Capisco l'insistenza nel dire questa storia è la storia di tutti gli uomini. Certo, in certo senso è così, tutti ci identifichiamo in questa vicenda, tutti siamo figli di questa vicenda e tutti, come dire, interpretando ci ritroviamo collocati in questa vicenda. Però forse il nostro tutti è presuntuoso, perché siamo pur sempre una civiltà della scrittura, io penso alle civiltà non della scrittura. C'è il timore che un involontario imperialismo della scrittura dica tutti,
credendo di parlare in nome dell'umanità, ma involontariamente trascurando un'umanità che non aveva questa scrittura, che non ha avuto, che non ha questa scrittura e che pure è un'umanità e che ha esperienze altrettanto profonde. Il libro di Alter si interroga alla fine, pone alla fine un interrogativo inquietante che poi ha attraversato singolarmente altri confronti di oggi. Cioè mi pare che dica più o meno così, chiedo scusa della citazione a memoria, la spada e l'altare hanno fallito, ma anche il libro e lo scriba hanno fallito. In questa missione di pace, in questo incontro dell'uomo con l'uomo che non si traduca in violenza. Bene, forse allora sollevare la grande questione della scrittura, del rapporto civiltà e scrittura, il problema di un'altra scrittura, perché non si tratta evidentemente di buttar via la scrittura, è un modo anche per meditare su questa domanda così profonda che Alter pone alla fine del suo libro, mi pare. Allora Giancarlo Secco, che forse il microfono può raggiungerlo. C'è un microfono lì al tavolo. Un microfono a mano, c'è un microfono a mano lì. Ecco. Questo. No, non funziona forse. Allora, volevo fare dare un eco rispetto a questo testo bellissimo e una testimonianza anche rispetto proprio all'equipe dei traduttori che in questi ultimi mesi sono occupati del lavoro specifico, un lavoro linguistico, storico, stilistico. Fra le altre cose, fra le cose interessantissime dette finora, mi sembra interessante ricordare che pur nella dimensione epica di questo testo, è una dimensione storica dove vengono descritte e evocate moltissime vicende di portata tragica, però l'effetto complessivo, e sarebbe interessante che anche altri dessero un eco di questa cosa, e l'effetto non è tragico, per così dire. Cioè, in effetti, anche proprio come in qualche modo parlerei appunto di umorismo. In particolare c'è questo capitolo molto, molto bello quando appunto due stampatori di Soncino si recano da un banchiere a Venezia. Ecco, c'è la questione della finanza che interviene a questo proposito. E si recano appunto a Venezia. E lì avvengono molte cose, moltissime cose. C'è questa ricostruzione storica che Alter ha fatto, mettendo nella scenografia moltissimi personaggi come Pico da Mirandola e altri, un professore di Padova, del medico mi sembra di ricordare, e appunto in un palazzo veneziano c'è questo incontro dove lo stampatore di Soncino con grande semplicità dice cose esattissime e questi dotti dell'epoca gli rendono atto pubblicamente che ha detto brevemente cose di un'enorme precisione e rigore, come aveva fatto un altro personaggio che in uno dei primi capitoli da Alessandria era andato in un'altra località e interpellato dal rabbino aveva dato una risposta del tutto precisa e rigorosa. Ora, quindi a Venezia c'è il carnevale quando vanno questi due stampatori e c'è l'amore. Uno dei stampatori ha incontrato a Soncino un marrano, un medico portoghese, e con la figlia si era invaghito di costei. A Venezia appunto
accanto alla questione finanziaria c'è questo ricercare la fanciulla, la ragazza, e quindi alcuni appuntamenti. L'effetto umoristico, quello così, che mi ha colpito fra altri, è questa vicenda per cui dopo lunga insistenza la fanciulla dà un appuntamento, ma siamo appunto, ripeto, nel carnevale, e allora questo stampatore cerca velocemente, insomma, di persuaderla, ma interviene purtroppo un tale che è piuttosto un energumeno al quale li divide. La fanciulla approfitta di questo istante per fuggire e si precipita nella gondola alla quale si avvia, e costui, lo stampatore, scarta bruscamente l'energumeno, corre verso questa ragazza, ma la gondola, stando si allontana di più, lui fa il salto, spicca il salto e finisce nelle acque del canale. Ora, quando poi torna a casa, torna dove c'è il compagno, l'altro stampatore, costui gli dice, solo tu, insomma, potevi fare un salto nell'acqua. No, momento, dice, io ho fatto un salto, che poi sia caduto in acqua è un'altra cosa, io ho fatto un salto, è un'altra cosa. E allora dice, finora, da quando è il carnevale, solo tu sei caduto in acqua, occorre pure che qualcuno cominci. Questo è per dire un aspetto questo molto interessante di cosa detto, e volevo, ripetendo, anche dando un eco della testimonianza del laboratorio di editoria che ci ha occupato in questi 2 mesi, e così, ma forse ci saranno sicuramente altri momenti in cui dibattere anche su un piano così teorico, anche lungo l'insegnamento, di ciò che concerne, che si incontra nella traduzione, ma appunto non mancano occasioni per farlo anche negli insegnamenti che si fanno qui nella Fondazione Senago. D'abord, votre intervention, je vous remercie. C'est vrai que... Et c'est vrai que vous avez bien fait de souligner l'importance de l'écriture. C'est vrai que ce n'est pas par hasard qu'il y a 2 livres dans le même livre. C'est une vieille tradition. C'est que nos ancêtres avaient compris bien avant l'école des Annales et Marc Bloch que pour comprendre l'histoire, il ne faut pas essayer de se mettre à la place de celui qui a vécu voici des siècles, mais essayer de les comprendre de là où nous nous trouvons aujourd'hui. Car l'homme est une permanence. Mais pour qu'on comprenne que ce qu'on regarde, on les regarde de là où nous sommes aujourd'hui, il y a des commentaires. Alors, qu'est-ce qu'ils disaient les Juifs? Les Juifs sont partis de l'idée que l'essentiel a été déjà dit. C'est vrai, quand nous relisons l'Ecclésiaste, nous pensons qu'on ne peut pas dire mieux. Tout est dit. Hegel, Kant, Schopenhauer sont des commentaires sur l'Ecclésiaste. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Juifs, au lieu de faire des commentaires, plus de commentaires, alors, ils ont inventé 2 écritures différentes. Et on lit, par exemple, la Bible, la Genèse, par exemple, avec le commentaire de Rachi. Alors, on a la Genèse imprimée ou écrite avec une écriture, et à côté, avec une autre écriture, pour distancier les temps, mais pas l'objet dont on parle, avec une autre écriture, le commentaire. Comme je n'allais pas créer des difficultés à mes lecteurs et aussi à mes imprimeurs, parce que là, mon ami Verdiglon aurait dit « Oh là là, c'est trop compliqué, je ne traduirai pas ces livres »,
Alors j'ai fait des pages différentes. Et en italique, je m'introduisais avec mes commentaires sur l'histoire que j'étais en train de raconter. Mais pour moi, c'était extrêmement important, car en même temps, je voulais faire savoir à mon lecteur qui pouvait éventuellement oublier qu'il s'agit de lui aujourd'hui, qu'en effet, c'est une histoire contemporaine. Oui, je parle de Venise, oui, je parle de Soncino, oui, je parle de Jérusalem, voici 2000 ans, mais c'est encore de moi, de nous que je parle. Et il fallait les rappeler chaque fois, chaque fois, chaque fois. Je remercie aussi notre ami qui a parlé au nom de l'équipe de la traduction, pour introduire un petit peu de l'humour. C'est important. C'est que dans ce livre, ce n'est pas moi qui ai voulu introduire un peu de l'humour, mais en étudiant l'histoire juive, je me suis rendu compte que l'histoire juive n'est pas seulement l'histoire des persécutions, que l'histoire juive n'est pas seulement l'histoire de gens qui meurent, qui pleurent et qui se rappellent leur misère. L'histoire juive est faite aussi de bonheur, d'humour, de longues périodes de coexistence avec leurs amis chrétiens ou musulmans. Et c'était très important de les dire, de les raconter. D'abord pour montrer qu'il n'y a pas de fatalité dans l'histoire juive. On ne persécute pas, parce que très souvent, vous savez, les antisémites vous disent « ce n'est pas par hasard qu'on vous persécute, il doit avoir une raison ». Je dis « non, la preuve, regardez, à Narbonne, 9e siècle, ces rabbins, ces curés qui partageaient les repas ensemble, qui buvaient ensemble, qui se saoulaient ensemble et qui chantaient les mêmes psaumes ensemble, les uns en hébreu, les autres en latin. Et puis, même à Strasbourg, où les Juifs participaient à la vie publique, au changement des systèmes politiques, et puis, bien sûr, ce que vous avez dit tout à fait justement pendant la Renaissance, où, bien sûr, c'était une époque des 3 langues, où, normalement, des hommes cultivés que nous sommes, n'est-ce pas, parlaient tous les 3 langues, le latin, l'hébreu et le grec. C'est l'époque où François Ier a invité à Paris, où les Juifs la présence des Juifs était interdite, les rabbins Yechiel de Padoue avec toute sa famille, puisque un rabbin a besoin tout de suite 12 personnes pour prier, ça veut dire 10 personnes pour prier, c'est les minyanes. Ensuite, il a besoin aussi un boulanger cachère, un cuisinier cachère, etc. Donc, c'était tout un peuple qui est arrivé à Paris pour donner une chaire de l'hébreu à l'université de Paris à ces rabbins. C'est que nous ne savons pas, ça je n'ai pas mis dans mon livre, mais ce qui a provoqué une scission à la Sorbonne, parce qu'un certain nombre de professeurs, pour protester de l'introduction de l'hébreu à la Sorbonne, ont quitté la Sorbonne et ont créé le Collège de France. Et quand j'ai raconté ça au Collège de France, à l'invitation de le roi de la Durie, ils ont dit, mais alors on va réintroduire l'hébreu aussi au Collège de France, n'est-ce pas, pour compenser la faute de ceux qui ont créé ce collège. Donc, c'est vrai, c'était important de raconter les périodes de cohabitation, de bonheur, raconter. Et l'histoire de Venise m'a beaucoup amusé, parce que ce personnage, c'est Alter, qui est amoureux de cette jeune personne, lui écrit des lettres. Les lettres que j'ai mis, c'est-à-dire que j'ai mis sous la plume un petit peu de mon personnage, sont des lettres véritables que j'ai retrouvées. Il y a des lettres, j'ai retrouvé des lettres d'amour d'un juif italien, n'est-ce pas, à une juive italienne. Mais bien sûr, j'ai changé un petit peu les styles. Alors, ces lettres sont extrêmement drôles parce qu'il y a un mélange de l'italien avec de l'hébreu. Mais quand on sait que l'hébreu, normalement, aux yeux de tous, est une langue très sérieuse, qui nous sert à la prière, qui nous sert, n'est-ce pas, à nous poser des questions sur la relation avec Dieu, avec la mort, le mal, les biens, Job, n'est-ce pas? Et puis là, la langue de Job sert, n'est-ce pas, à dire mon amour, ma colombe, etc. C'est vrai qu'on oublie aussi un peu les cantiques des cantiques. Mais quand on introduit la langue des cantiques dans la langue vulgaire, ça veut dire celle qu'on emploie, vulgaire, elle n'est pas tellement vulgaire puisqu'elle a servi quand même à Dante à écrire des choses magnifiques, mais ce mélange justement de ces deux mondes, cette rencontre de ces deux mondes,
fait éclater à un moment donné un peu l'écriture, et on rit justement de cette rencontre de deux écritures, de deux pensées différentes. Alors, vous m'avez tous les deux permis d'ajouter ces deux choses, et c'est vrai, pour moi, c'est extrêmement important. Je rentre d'Allemagne, parce que mon livre est sorti en Allemagne, et pour moi, c'est une expérience. Et puis, en même temps, j'ai écrit une série d'articles pour Le Monde et pour New York Times sur ma rencontre avec l'Allemagne 40 ans après. Je vous ai dit, le yiddish, c'est une langue qui est née dans la vallée du Rhin, il y a voici 1000 ans. Les Allemands, si j'enlève les mots hébraïques, et si je parle doucement, ils peuvent comprendre ma langue. Et alors j'ai décidé, pas par dépit, pas par provocation, mais je pensais qu'il était important de le faire, je leur parlais en yiddish à la télévision. Il y a une émission qui s'appelle Aspekte, c'est la seule émission culturelle de la télévision allemande, qui est regardée après, je ne sais pas, 6 ou 8 millions de téléspectateurs, et je leur ai dit, voilà, je viens vous parler dans une langue qui est née ici, qui fait partie de votre mémoire, car Kant parlait cette langue mieux que moi. Kant disait à ses élèves à l'université de Königsberg, je le raconte, que tous les Allemands doivent apprendre cette langue pour comprendre la naissance, l'évolution, la richesse de la langue allemande, et puis pour réintroduire en allemand un peu d'humour. Il a compris, en effet, que les Allemands manquaient un peu d'humour. S'il y avait un peu plus d'humour à l'époque de Weimar, peut-être il n'y aurait pas eu d'Hitler. Et puis, je leur racontais aussi que Goethe écrivait des nouvelles en yiddish, bien sûr, pas avec l'écriture hébraïque, ça il ne connaissait pas, mais parce qu'il voulait justement montrer cette appartenance commune à la même pensée, à la même culture. Et c'est extraordinaire. Quand j'ai expliqué ça à ces millions d'Allemands, qui ne savaient pas ça, pour eux, pour les Allemands, dire « Du sprichst Yiddish », c'était un petit peu parce qu'ils pensaient que c'était l'allemand avec 2 ou 3 mots hébraïques. Quand on dit Ganef, Mazel Tov, etc., ça veut dire voleur ou bonne chance, ils pensaient que c'était ça le yiddish. Et du coup, ils ont compris que c'était une langue. C'est une langue qui a produit une culture fantastique, qui a produit une littérature extraordinaire. Nous connaissons aujourd'hui seulement Isaac Bashevis-Singer, parce qu'il a reçu le prix Nobel, mais il y avait des centaines d'Isaac Bashevis-Singer. Il y avait, vous savez, il y avait justement l'attentat qui a eu lieu à Paris, c'est contre un cinéma qui programmait le festival des cinémas juifs. Ça va vous faire sourire. Il y a 175 films en yiddish, 175 films. Et beaucoup de grands acteurs américains comme Paul Muni, Elisabeth Bergner et tant d'autres, et les frères Marx d'ailleurs, qui sont des juifs alsaciens, ont commencé à jouer en yiddish. Et Hollywood, Lubitsch, par exemple, il a fait des films en yiddish. Ce sont des films, des grands films qu'on connaît mal. Donc il y avait toute une civilisation, et il faut en parler, parce qu'on parle beaucoup de corps. Et puis les corps, malheureusement, on s'en habitue d'avoir des morts. Tous les jours, on ouvre la télévision, on voit 3 millions de morts au Cambodge, 2 millions de faim en Éthiopie, des charniers ici, là-bas, Pinochet, Afrique du Sud. On dit, ah, bon, alors, il y a des juifs aussi. Bon, c'est les Schicksal, c'est les destins. Mais quand on dit, vous savez, ces corps étaient porteurs aussi d'une civilisation, d'une culture. Ils rêvaient en yiddish, ils chantaient en yiddish, ils pensaient en yiddish, ils ont produit quelque chose, et cette production fait partie de votre mémoire. Et du coup, les Allemands ont été bouleversés. Extraordinaire. Parce qu'on n'a pas l'habitude, depuis quelques siècles, on n'a pas l'habitude qu'on tue une langue, on a l'habitude qu'on tue des hommes. Et je pense que c'était important d'introduire ça. Et là, j'ai vu l'effet de la parole, de l'écriture. Je crois, et ça, je vais terminer par là, parce que je suis un homme extrêmement optimiste. C'est une tradition. Je pense que ce n'est pas... c'est pas par modestie, je dis ça. Si mon livre s'est vendu en France à 263 ou 64 000 exemplaires, donc c'est quand même extraordinaire, ce n'est pas seulement parce que c'est un bon livre ou pas, ou parce que c'est un livre qui est bien écrit. Je crois qu'il correspondait à un désir. Il y a mon ami Günter Grass aime toujours dire qu'on ne peut pas vendre une savonnette à des hommes qui ne se lavent pas.
C'est simple. Vous voyez qu'il y avait certainement une nécessité pour que les lecteurs s'accaparent de ces livres. Mais la nécessité, je pense que, et Malraux l'avait prévu, c'est extraordinaire. Malraux a dit, voici 30 ans, la fin du XXe siècle sera marquée par le retour au spirituel, où le XXIe siècle ne sera pas. Il a compris que les grandes idéologies laïques, les grandes idéologies messianiques laïques, qui prévoyaient le changement du monde, la création d'un homme nouveau, des valeurs nouvelles, ont échoué. Ont échoué à Auschwitz et au Goulag et à Hiroshima. Il n'y a qu'une seule morale éthique universelle, on n'a pas inventé mieux. Je ne vais pas dire elle n'est pas provisoire, comme certains philosophes ont dit, elle est minimale, mais elle permet de survivre dans le monde qui est dur. Il n'y a pas mieux. Et il y a maintenant toute une génération qui revient à cette morale. Elle n'écoutera plus à ce que leurs parents, les grands-parents ont promis. Ils ont vu à quoi ça aboutit, ils reviennent à cette morale-là. Et c'est extraordinaire quand ces jeunes qui ont créé ce mouvement dont on a parlé tout à l'heure en France, le plus grand mouvement antiraciste que je connaisse depuis que je lutte contre le racisme, car nous avons déjà 400 000 adhérents, 400 000 jeunes, je crois, nous sommes le plus grand parti de France. J'ai ici un petit badge, mais il est petit parce que les grands, on m'a fauché déjà, on m'a volé. C'est une main, oui, et qui dit « touche pas à mon pote, touche pas à mon ami ». C'est simple. Ce n'est pas nous, les intellectuels, qui avons inventé ça, on n'aurait pas pu inventer ça. Ce sont des jeunes, lycéens, qui sont venus un jour me trouver, voici 3 mois, ils m'ont dit « regarde ». Je dis « c'est formidable ». Il dit « est-ce que tu veux nous aider ?» Je dis « oui, bien sûr ». « Comment allez-vous » j'ai demandé, combattre les racistes. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit, nous allons leur parler. C'est extraordinaire. C'est la première fois depuis que je lutte qu'on me dit cela. C'est exactement ce qu'ils disaient mes ancêtres. Dans les ghettos de Varsovie, vous avez entendu, la première chose qu'ils ont fait aux Juifs, ils sont allés parler aux nazis. C'est la plus belle des résistances. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui les Polonais face aux soldats? Ils leur parlent, ils ne posent pas de bombes. Ce sont des lâches qui posent des bombes, c'est les nazis.